Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'actualité avec un regard particulier, celui de l'Algérie. On va parler de tout, des grandes tensions mondiales jusqu'aux réalités du quotidien. Alors, pour commencer, une question qui peut paraître un peu lointaine, mais on va voir, elle nous touche de très près. Comment est-ce qu'une guerre, qui se passe à des milliers de kilomètres, finit par avoir un impact, un vrai, sur la vie de tous les jours? Bon, le point de départ, c'est la situation en Iran. Ça crée une véritable onde de choc, surtout en Europe, qui crée une crise énergétique majeure. Et tout ça, ça met un coup de projecteur sur un endroit bien précis, un point de passage absolument stratégique, le détroit d'Ormuz. La grande question, c'est comment le sécuriser. Et face à cette situation brûlante, on pourrait s'attendre à une Europe unie, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. La réponse est complètement fracturée. D'un côté, on a l'UE qui pousse pour une mission navale, mais de l'autre, des poids lourds comme l'Allemagne qui freinent des cas de fer. Ça nous montre de sacrées fissures dans le bloc européen. Et pourquoi cette hésitation? L'analyste Gilbert Achcar, lui, met le doigt exactement là où ça fait mal. Pour lui, et pour beaucoup d'autres, une telle opération militaire serait tout simplement une violation du droit international. C'est ce nœud, à la fois juridique et politique, qui bloque tout et qui explique pourquoi l'Allemagne, par exemple, refuse de s'engager. Alors, on a parlé des divisions en Europe, mais il y a un autre acteur majeur, les États-Unis. Et pour eux, cette guerre a un coût. Et quel coût? Regardez ce chiffre, 12,6 milliards de dollars. C'est une somme énorme, un vrai fardeau pour l'économie américaine. Et ça, évidemment, ça a des conséquences directes sur la politique intérieure. Parce que, bien sûr, cette pression financière, elle devient très vite une pression politique. Un autre analyste, Bruno Drowski, le dit très bien. Les États-Unis sont, en quelque sorte, pris à la gorge. Surtout avec les élections qui approchent. On dirait bien que la stratégie iranienne, cette guerre d'usure, est en train de payer et de mettre Washington dans une position vraiment, vraiment confortable. Mais au-delà des milliards de dollars et des calculs stratégiques, il y a un autre coût. Un coût qui, lui, est irréplaçable. C'est la perte de notre histoire commune. On parle de plus de 50 sites historiques, des musées, des trésors de l'humanité qui sont endommagés, voire détruits. Des lieux comme le palais du Golestan, la place Nakh-Chehjaran. C'est une partie de la mémoire du monde qui part en fumée. Une perte absolument tragique. Alors, on voit bien comment un conflit lointain peut avoir des répercussions mondiales. Mais parfois, les guerres les plus dures sont plus proches, plus silencieuses. Et c'est exactement ce qui se passe juste ici, aux frontières de l'Algérie. Une bataille acharnée, quotidienne, contre le narcotrafic. Et pour bien saisir l'ampleur du phénomène, accrochez-vous bien à ce chiffre. 1,6 million. C'est le nombre de comprimés psychotropes saisis en une seule opération. Une seule. Ça donne le vertige, et ça montre à quel point le défi pour la sécurité est immense. Et attention, on ne parle pas de petits contrôles de douane. Non, non, ce sont de vraies opérations militaires, souvent très violentes, très risquées. On parle de trafiquants armés jusqu'aux dents, qui sont neutralisés, d'armes de guerre comme des kalachnikovs qui sont récupérées. C'est, sans exagérer, une véritable guerre de l'ombre qui se déroule dans ces vastes étendues frontalières. Alors la question, c'est de savoir qui est derrière tout ça. Et selon certains experts de la région, comme Hadj Mohamed Omarou, on est loin du petit deal de quartier. Il décrit un trafic qui serait devenu structurel, systémique, et qui toucherait selon lui toutes les couches de la société au Maroc, avec des liens qui remonteraient très très haut. Bon, on a vu les menaces extérieures, qu'elles viennent de loin ou qu'elles soient juste à la porte. Face à tout ça, l'Algérie a aussi une stratégie qui regarde vers l'intérieur. L'idée, c'est de se concentrer sur ses propres forces, son développement et sa diplomatie. Et c'est assez intéressant de voir comment ça se joue sur deux tableaux en même temps. D'un côté, il y a la grande diplomatie, les relations de haut niveau avec des partenaires clés, comme la France. Et de l'autre, un chantier énorme et absolument crucial. Investir dans l'avenir, dans la jeunesse, en modernisant complètement le système de formation professionnelle. Un autre grand défi intérieur, c'est l'eau. C'est un sujet capital. Alors oui, il y a eu des pluies récemment et ça fait du bien, mais tout le monde sait que ce n'est pas suffisant sur le long terme. Les experts sont clairs, il faut une vraie stratégie, une vision d'ensemble. Ça veut dire construire de nouveaux barrages, nettoyer les anciens pour qu'ils fonctionnent mieux, gérer l'eau souterraine de manière plus intelligente et surtout mettre en place une nouvelle loi sur l'eau, plus adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Allez, on laisse un instant les grandes stratégies nationales et la géopolitique pour se plonger dans quelque chose de plus intime, de plus personnel. On va parler du pouls de la vie quotidienne, de ce qui rythme les journées, surtout en ce moment, pendant le mois de Ramadan. Et au cœur de ce mois si spécial, il y a une nuit qui n'est comme aucune autre, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. C'est un moment d'une spiritualité incroyable. On commémore la nuit où le Coran a été révélé, et la tradition dit que sa valeur spirituelle est immense, équivalente à plus de 83 ans de prière. C'est dire son importance.
Mais le ramadan, c'est aussi le partage, la transmission entre les générations. Et il y a un moment particulièrement touchant, c'est le premier jeûne d'un enfant. Ça devient un véritable petit événement, un rite de passage. Il y a tout un rituel, un repas spécial juste pour lui, de beaux habits neufs comme la chichi traditionnelle. C'est une façon de marquer le coup et de créer des souvenirs qui resteront gravés pour toujours. Et puis, après l'effort, la célébration. L'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du jeûne. Et pour que cette fête soit réussie, il faut une organisation de folie. Imaginez un peu, plus de 55 000 commerçants mobilisés dans tout le pays pour que tout reste ouvert, pour que tout le monde puisse faire ses courses et préparer la fête. C'est un effort logistique absolument colossal, qui montre bien l'importance de ce moment. Alors voilà, on a un monde complexe. Des tensions internationales d'un côté, des traditions profondes de l'autre. Et au milieu de tout ça, il y a quelque chose qui arrive à faire le pont, à tisser des liens. C'est l'art, c'est la culture. Et on a eu un exemple magnifique de ça très récemment au Théâtre National. Plus de 70 artistes venus d'Oran et d'Alger qui se retrouvent sur la même scène. C'était plus qu'un simple concert, c'était un vrai symbole, une sorte de main tendue en musique pour faire dialoguer les traditions de l'ouest et du centre du pays et célébrer la musique algérienne dans toute sa diversité. Et le public, la réaction a été incroyable. Les gens étaient bouleversés, vraiment touchés. On entendait des phrases comme « c'est magnifique » ou « c'est de la poésie mise en musique ». Ça montre bien à quel point il y a une soif, un attachement viscéral à ce patrimoine culturel qui nous rassemble tous. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion, une dernière question. Dans un monde aussi compliqué, rempli de conflits, de calculs, de commerce, quelle est au fond la vraie valeur d'une seule chanson partagée par tous? Peut-être que sa plus grande force, c'est simplement de nous rappeler que oui, même au cœur des tensions les plus vives, il reste toujours possible de trouver un peu d'harmonie.